Table ronde ensemble sur un sujet plus concret, optimiser sa performance énergétique grâce au numérique et notamment grâce à Finergie. Donc autour de la table, on a Michael que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Et puis Thomas, alors voilà, j'ai Thomas et j'ai encore perdu le nom de famille, je ne le retrouve pas. Thomas Leclerc, voilà, il est derrière moi en plus, exactement. Thomas qui est donc directeur général de Finergie, qui est une activité du groupe Tesson, et en même temps directeur des salines que vous aurez le plaisir de découvrir tout à l'heure. Voilà. Exactement. Donc l'énergie. En fait, tu as tout gardé pour le beau temps arrive. Voilà, c'est ça. Oui. Le soleil dans une heure. C'est fait exprès. Ouais. Donc l'énergie, aujourd'hui toutes les entreprises sont confrontées à cet enjeu-là. Comment faire face à l'augmentation des coûts, comment consommer moins, comment limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc son impact environnemental associé, comment limiter sa dépendance aussi aux énergies fossiles. Alors qu'est-ce que c'est cette offre Finergie, Thomas, et comment elle peut aider les entreprises finalement sur ce sujet de l'énergie? Alors, Finergie, donc, alors au départ, c'est né de deux constats. Au départ, donc, dans l'activité du groupe, le constat que sur les entrepôts frigorifiques, qui étaient l'activité principale du groupe, l'énergie représentait à l'époque à peu près 10% des charges. Quand on dit l'énergie, l'électricité. Et ça, c'était avant la crise. Donc 10%, autant dire que maintenant, c'est un peu plus. Et que ces 10%, en gros, étaient liés essentiellement à la production du froid. Sur les entrepôts à température dirigée, donc froid positif, négatif, pour l'entrepôt de stockage, c'est essentiellement du froid. Donc c'est comme ça qu'est née Finergie en disant si on intervient sur l'efficacité de ces installations, on va de fait réduire les consommations, parce que la meilleure efficacité énergétique, en fait, c'est de moins consommer, tout bêtement. Donc c'est assez basique. Donc, voilà, c'est le plus fort. Ouais. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, donc de mon côté, donc moi je suis frigoriste à la base, j'ai toujours travaillé comme chargé d'affaires au départ génie climatique, puis après très vite dans le milieu du froid, donc en tant que frigoriste. Le constat que les outils à disposition pour le suivi de l'énergie, et notamment sur la partie supervision, étaient finalement dans le domaine très adaptés aux techniciens purs et durs, les vrais techniciens de terrain, mais que les clients savaient jamais exploiter leur système, ne comprenaient pas et n'arrivaient pas à comprendre comment ça fonctionnait, et donc du coup à agir sur leur énergie. Donc en fait, moi j'avais cette idée-là en tête, et du coup quand j'ai rejoint le groupe Tesson pour développer Finergie en 2020, on a associé les deux idées pour arriver du coup à la création de l'offre Finergie, qui est l'accompagnement de nos clients sur l'efficacité énergétique et donc en parallèle le développement d'outils numériques pour le suivi, donc Finergie. Voilà. Très bien. Donc par exemple, est-ce que, je crois que tu nous as cité lors de la préparation, on pouvait accompagner aussi dans le cadre d'un entrepôt neuf, par exemple, c'est des choses que vous pouvez faire aussi dans le cadre de Finergie? Oui. Là, je reste dans le cadre du sujet du jour, là, sur la partie numérique, mais effectivement, nous, on intervient sur le conseil, les cahiers des charges, l'étude, le suivi de travaux, le développement. On sort un petit peu du sujet du jour, mais bien sûr. Et sur la partie supervision, on revient dans la supervision. Voilà. Donc on a une plateforme numérique que vous proposez qui permet de piloter, et puis une offre complète d'accompagnement, de services à côté. Donc en fait, on a deux plateformes réellement, une qu'on verra tout à l'heure, qui est plutôt la plateforme qui peut concerner maintenant à peu près tout le monde sur la partie suivi énergétique, proprement dit, donc qui là peut se déployer un peu partout, et une autre plateforme un peu plus spécifique de suivi, de gestion vraiment de l'installation frigorifique, ce qu'on appelle une GTC ou une GTB quand on l'applique au bâtiment, qui est un peu plus large, on verra tout à l'heure. C'est les deux outils qu'on propose à nos clients.
Très bien. On a évoqué la notion de réglementation. Donc, alors vous connaissez peut-être déjà le décret tertiaire ou le dispositif éco-énergie tertiaire précisément, qui existe depuis déjà 2019. Donc ce décret, lui, il impose une réduction des consommations énergétiques progressives donc pour tous les bâtiments tertiaires. Alors il y a des paliers, c'est 60% d'économie d'énergie à l'horizon 2050 avec un premier palier à moins 40 et un autre à moins 50%. Voilà, donc ça c'est plutôt des choses qui sont peut-être connues avec des obligations d'aller saisir ces consommations sur une plateforme numérique qui existe. Et Thomas, tu as cité dans le cadre de la préparation une autre réglementation à venir, qui est le décret BACS. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, qui est issu aussi, alors ceux qui sont confrontés au décret tertiaire vont forcément être confrontés aussi au décret BACS dans la foulée, issu aussi de la réglementation, donc c'est un décret issu de la réglementation aussi européenne, qui va s'appliquer à partir de 2025. Et donc qui va obliger aussi les entreprises tertiaires de s'équiper d'un système de supervision, on va dire, de contrôle en fait de consommation d'énergie. Mais en fait, en réalité, pratiquement, voilà, c'est un système de GTB, gestion technique du bâtiment, donc de supervision. Donc en 2025, ça va être les structures tertiaires qui ont une consommation cumulée sur l'année froid et chaud de 290 kW. Et ça va passer en 2027 à 70 kW. Alors ça sera déjà 70 pour les bâtiments neufs, mais 290 pour les bâtiments anciens. Et ça passera à 70 en 2027, autant dire que c'est assez proche. Et donc, voilà, les entreprises vont être soumises à ce décret très prochainement. Bon. Cette solution Free-Energy, donc en tout cas la plateforme numérique, on est dans la tech. Michael, c'est quoi pour toi l'intérêt d'une solution comme celle-ci, en tout cas sur le territoire ? Moi je trouve qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui les métiers, et quels que soient les domaines, je dirais, d'activité et les métiers, cette tech en fait elle s'immisce partout. Et on voit comment en fait les technologies qui sont issues de l'industrie du numérique. Alors derrière ça, on va parler peut-être effectivement d'IoT, c'est ce qu'on voyait à un moment donné. On va parler de data, de big data, enfin tu en as beaucoup parlé tout à l'heure, de smart data, c'est l'exploitation des données. L'IA qui va arriver avec effectivement toute la puissance de l'IA, etc. Et tout ce qu'on ne connaît pas encore, si on peut y ajouter encore de la blockchain, etc. On voit bien que les technologies n'arrêtent pas de fourmiller et elles vont rentrer de plus en plus. Ce sont autant de leviers de changement, de croissance, d'opportunités et donc de gains de compétitivité. Et moi, ce que j'y vois là, dans l'offre Free-Energy, c'est comment, quelque part, grâce à ces outils numériques digitaux, le cas échéant, on arrive à faire gagner en fait des clients, en l'occurrence tes clients à toi, sur tel ou tel sujet et quelque part transformer l'économie, apporter des réponses peut-être qui étaient des réponses à des besoins, puisqu'effectivement ceux-ci existaient, et comment, quelque part, dans ce contexte-là, on répond plus largement aux différents enjeux des transitions, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'elles soient économiques, énergétiques, sociétales, environnementales, etc. Et là, franchement, c'est le sujet. Il ne s'agit pas non plus de remplacer un mal par un autre. On sait bien que, exemple, effectivement, avec le numérique, qui est lui aussi consommateur d'énergie, etc. Donc, ce n'est pas un mal par un autre. Il faut trouver le juste équilibre, proposer des outils qui trouvent leur juste place, pas faire des trucs extraordinaires avec des KPI dans tous les sens, ça sert à rien, c'est simplement apporter la réponse aux besoins. Et on voit bien pour autant, et c'est le message, enfin tout au moins dans cette table ronde que moi j'apporte, c'est comment cette tech, quelque part, au service des besoins d'un secteur, d'un domaine, mais tous, que ce soit le commerce, que ce soit le tourisme, ici l'industrie, est en mesure d'apporter des éléments de réponse. Très bien. On en revient à la solution Free-Energy, si Stéphane veut bien se préparer pour une petite démonstration. Voilà. Alors, on repousse, il y a une projection oui, vous nous direz si on gêne, s'il faut se décaler un peu. Donc en fait, cette plateforme numérique, tout à l'heure, Thomas le disait, par la solution en tout cas qui a été déployée, elle amène plus de services et de fonctionnalités que celles qui sont déjà proposées par exemple par les fournisseurs d'énergie. Donc c'est ça, c'est la valeur ajoutée aussi de votre solution propre. Et donc je te propose avec Stéphane que vous puissiez faire une petite démonstration. On disait que en fait voilà, on a voulu, on n'a pas trouvé quelque chose qui nous convenait parfaitement sur le marché, qui était
adapté à ce qu'on voulait. Soit c'était trop lourd, soit voilà, c'était pas assez agile. Donc en fait, on a développé notre propre plateforme. Sur la plateforme de base, on va dire, on va capter les flux d'électricité, flux Enedis directement. Et puis on va proposer du coup un suivi sur. Tu peux y aller dessus, Stéphane. Oui. Un suivi. Mais sur le couloir, je pense que c'est automatique. Non, il y a un interrupteur. Sur plusieurs années, avec un comparatif d'une année sur l'autre. Voilà, on peut prendre un mois, on peut prendre une journée, on peut prendre une semaine. Tu peux aller sur un site sur lequel et naviguer dessus, tu vas voir. Et donc, avec les différentes informations, donc on retrouve les informations de souscription, voilà, les différentes consommations, hors creuse, hors pleine, l'ajustement. Donc, ça permet aussi de vérifier la bonne adéquation entre ce qu'on a souscrit et ce qu'on consomme. Pour la petite anecdote, on a un client, alors il y avait beaucoup de sites, il y avait une quarantaine de sites en France, mais simple fait de vérifier l'adéquation, on voit qu'il n'est pas en adéquation, il ne souscrit pas à les bonnes puissances par rapport à ce qu'il consomme. Il fait juste le changement de souscription, c'est 70 000 € d'économie sur un an, donc tous les ans. Enfin, c'est bête, mais des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Donc voilà, ce genre de choses. Le genre d'exemple, tu peux aller sur la partie conso, là, l'onglet d'après, si tu veux, Stéphane. Sur le commande des consos. Voilà. Donc voilà. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était surtout une plateforme qui soit, alors tu peux cliquer sur comparatif, là, par exemple, sur le petit onglet, là. Tac. Voilà, on peut comparer d'une année sur l'autre. On peut sélectionner, on voit les 30 derniers jours, là, ici, en haut à droite, on peut sélectionner ce qu'on veut, on peut sélectionner une année complète, 10 jours, voilà, 2 ans, ainsi de suite. Et l'avantage de la plateforme, c'est qu'elle c'est très rapide en fait. On peut très très vite aller sur les données. C'est ce qu'on voulait. La difficulté dans ce genre de truc, c'est d'avoir des trucs trop lourds et puis que ça mette un temps à charger, à mouliner, et tout ça. Donc c'est ce qu'on voulait pas. Donc voilà. Après, on a tout sur la partie énergie réactive aussi, on a une comparaison par rapport aussi aux températures extérieures. Alors après, suivant nous on a un besoin par rapport à nos clients entrepôts frigorifiques de constater. Alors là, on est sur la partie énergie réactive, on rentre un peu dans les trucs un peu techniques, mais tu peux descendre un peu sur la partie température et voilà, ensoleillement. Alors ouais, arrête-toi 2 secondes là-dessus. Voilà, par exemple, un type d'onglet qui peut être intéressant et qui peut concerner tout le monde, c'est la consommation qu'on peut regarder à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, sur une semaine complète ou à l'heure. Et donc, ça nous donne des indications qui sont intéressantes, notamment sur cet entrepôt. Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, typiquement cet entrepôt ici, c'est intéressant, je vois lequel c'est, mais on sait qu'on a c'est un client, par exemple, qui a des heures creuses et des heures pleines, donc des tarifications différentes, et on voit que le lundi, effectivement, il y a une grosse consommation quand on reprend le boulot, alors qu'on pourrait tout à fait, le dimanche, forcer la consommation en heures creuses, avoir un peu plus d'inertie le lendemain, on le voit tout à fait sur ce graphique, et du coup, et je sais que j'ai un autre client, c'est tout l'inverse, il a un gros pavé sur le dimanche, parce qu'on a bien compris qu'en fait, effectivement, on va charger un petit peu, on va pousser un peu la production dans la partie heure creuse où il y a moins de demandes de la population, et on va se retrouver le lundi en heure pleine du coup, ou à l'embauche, avoir moins besoin de consommer parce qu'on aura de l'inertie de la veille, par exemple, typiquement, le genre de trucs qui peuvent servir à la compréhension et à l'adaptation de ces consommations. Voilà. Après, il y a pas mal de choses, on ne peut pas tout vous montrer non plus, si ça intéresse certains d'entre vous. Ce qui est intéressant peut-être de préciser, Thomas aussi, c'est que là, typiquement, on croise la donnée de consommation avec la donnée météo. Oui. En fait, cette machine, et c'est en ça où les produits qui étaient sur le marché ne répondaient pas, c'est qu'on va croiser une multitude de données, donc, qui peuvent être des données d'exploitation, des données de météo, des données de consommation, des données d'objets connectés, comme on pourra le voir peut-être après pour le son. Et en fait, ça va permettre de chercher des corrélations entre les données. Ça représente tout de suite des millions et des millions de données, notamment quand on n'allait pas 5 minutes sur des centaines d'entrepôts. Tout de suite, ça commence à faire beaucoup de données. Et là, on rentre dans la data qui va nous permettre effectivement demain de travailler plus particulièrement de l'IA
et du prédictif, on a commencé à travailler un petit peu le sujet, quoi. Donc c'est aussi l'intérêt de ce type de plateforme, c'est de croiser toutes les données, quoi. Oui, on voit effectivement, nous, dans la partie l'ensoleillement, mais aussi l'hygrométrie, et l'importance dans le domaine du froid. Et donc, on arrive à faire des corrélations. Et du coup, demain, en ayant les prévisions météo, pour peu qu'elles soient justes, effectivement, on va pouvoir adapter le fonctionnement de l'entrepôt et l'ajuster, par exemple, typiquement. On a aussi, tu peux aller sur le décret tertiaire, juste pour montrer, on parlait du décret tertiaire tout à l'heure, on a un onglet, donc on suit nos clients dans le cadre du décret tertiaire, et donc on suit l'évolution et l'ajustement de leurs objectifs. Voilà. Dans le cadre du décret tertiaire, tu peux descendre un petit peu là, sur la page, voilà. Donc dans l'atteinte des objectifs, on descend encore un petit peu, voilà, sur la partie décret tertiaire, au fil en fonction des différentes années. Donc avec du recul, on a déterminé l'année de référence, comme ceux qui sont concernés le savent. Voilà. C'est cette partie-là. Je ne vais pas être trop long non plus. C'est un peu pour expliquer un petit peu le principe de cette plateforme. Donc on l'a développée sur nos clients qui sont les entrepôts frigorifiques, et maintenant on l'ouvre complètement en fait, parce qu'elle peut être utile. Elle peut être utile à tout type d'entreprise intéressée. On a déjà des clients qui sont pas qu'on ne suit pas sur la partie froid, ou qui n'ont même pas de froid d'ailleurs, qui sont intéressés pour suivre et piloter leur consommation avec cet outil. Je propose qu'on reprenne le cours des échanges. Hop, on avance. C'est un bon exemple, Thomas, tu vois, on est parti de l'Excel, en fait. On a structuré la politique de phase à part. On est parti des Excel, des retours clients pour arriver à ce type de plateforme aujourd'hui. On est parti du besoin. Et après, on n'a pas vu, on a manqué de temps aussi, on n'a pas vu tout à l'heure, mais sur un autre, on fait des tests ici, notamment sur le siège, mais on a rajouté des objets connectés, on a rajouté sur certains clients aussi des sous-compteurs, dans certaines pièces, pour certaines productions différentes, qu'on reporte aussi sur la plateforme, ou alors des capteurs, des capteurs de présence, des capteurs de température, d'hygrométrie, des capteurs d'ouverture de porte. C'est important, dans les entrepôts par exemple, c'est important de savoir comment on fonctionne. Plus on ouvre les portes, le froid va tendance à partir, donc ainsi de suite. Mais ça peut être vrai aussi dans n'importe quelle entreprise. Donc tout ça on fait aussi, et on rajoute à la façon. C'est ça l'avantage de cette plateforme, comme on l'a développée. On peut rajouter en fonction du client et ses besoins différents capteurs. On mesure bien aujourd'hui les enjeux économiques sur ces questions énergétiques, l'impact immédiat sur le compte de résultat. Tu en parlais directement, Paul, tout à l'heure, quand tu disais que vous avez fait des réglages de clim, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut changer aussi la façon de faire et être en accord avec tout ça et être en ligne vis-à-vis effectivement des coûts. Surtout que c'est un sujet sur lequel on arrive à allier les deux, quoi. C'est vraiment un des sujets sur lesquels on peut diminuer à la fois la consommation et donc éventuellement en fonction du type d'énergie qu'on utilise, l'impact environnemental et l'aspect financier. Donc c'est un des meilleurs sujets quand même où tout converge. Et puis on est tous concernés. Voilà. Est-ce que Thomas, peut-être tu peux nous donner quelques exemples d'actions d'amélioration qui, grâce aussi à cette bonne connaissance des consommations, grâce à l'outil qui a permis de bien se rendre compte de où était consommée l'énergie à quel moment, en fait, on met en lumière tout de suite des incohérences ou des dysfonctionnements qu'on arrive à corriger. Il y a des exemples concrets que tu nous as partagés dans le cadre de la préparation. Oui, je vais donner tout à l'heure avec l'inertie, entre deux clients complètement différents, pour apprendre à travailler différemment et consommer différemment. Il y avait le cas du dégivrage, par exemple. Plus général, oui, effectivement. J'ai un autre exemple un peu plus large. Là, effectivement, on voyait tout à l'heure le graphe de la semaine. Et typiquement, sur un autre client, on a une centaine d'agences, c'est simplement des petites agences. On voit très facilement que le lundi, on a un gros pic de consommation, et quand on creuse à l'heure, on voit que le gros pic, il est en heure pleine, entre 7h du matin et 9h du matin, là où c'est le plus cher. Et clairement, on se doute bien, mais
quand on creuse, on vérifie, mais tout le monde arrive dans le bureau et met son chauffage. C'est un peu dommage de ne pas programmer un petit peu avant la mise en température quand c'est dans les heures creuses de la nuit, et puis on arrive dans son bureau, c'est déjà un peu chauffé, ça a été chauffé un petit peu avant, mais on n'a pas besoin de mettre à fond. Là on voit bien, le pic il est énorme, donc quand on monte ça, oui c'est vrai, et en fait il n'y a pas grand chose à faire pour corriger les choses, quoi. Après, plus dans le domaine effectivement des entrepôts frigorifiques, là on a des exemples encore plus impactants, on va dire, on rentre un petit peu dans la technique, mais on avait un client notamment, je pense, où on détecte sur un mois, alors c'est des gros sites, hein, on voit sur un mois, par rapport à l'année de -1, une différence de 10 cas de consommation, hein, 10 000 € sur un mois, c'est énorme. Donc, on voit il y a un problème, quoi. Donc on y va en expertise et en fait, on se rend compte que, alors sur les entrepôts, c'est un peu comme sur votre frigo, hein, le frigo pour faire du froid, à un moment donné, il a besoin de dégivrer en fait, hein. Donc il y a des moments où il arrête de faire du froid et il fait du chaud un peu pour dégivrer, parce que le givre se met sur la production, c'est un peu technique, mais ça vous ne le voyez pas, hein, ceux qui connaissent le principe le savent, mais sinon. Et donc dans un entrepôt c'est pareil en fait. Et donc on avait ce client qui avait un système, donc ça s'appelle du dégivrage, hein. À un moment donné ça s'arrête et on dégivre les appareils de froid. Sauf qu'il était passé en heure, il avait plus de... C'est un client du coup qui était passé en mode heure pleine, heure creuse, et donc en heure pleine c'était tellement devenu cher l'énergie qu'il s'était dit on coupe l'installation en heure pleine, on va fonctionner, alors c'est parti d'un très bon principe, on va fonctionner en heure creuse, plein pot, puis quand on va arriver en heure pleine où c'est beaucoup plus cher, on va couper la production de froid et ça va fonctionner comme ça, ça marchait bien. Sauf qu'à un moment donné, il a renégocié son contrat et puis du coup il avait des heures, il avait le même prix partout. J'ai dit c'est plus la peine de s'emmerder, de couper et tout, et c'est là que pouf, 10 000 € de plus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est assez bête, c'est qu'en fait, du coup il ne coupait plus l'installation. Et donc le dégivrage est reparti normalement quand il y avait besoin, sauf que le dégivrage était mal réglé, donc son appareil ne dégivrait pas bien, donc ça prenait en glace, ça surconsommait, les centrales n'arrêtaient pas de fonctionner pour produire du froid, et au final ça n'arrivait plus à produire du froid et ça fonctionnait, et il s'est retrouvé avec une facture colossale. Et en fait l'explication c'est qu'avant, comme il avait des heures pleines et qu'il coupait son installation, il y avait un dégivrage qu'on appelle naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de production. Donc en fait, son truc il était mal réglé, mais il ne le savait pas. Quand il était en coupure, forcément ça se dégivrait naturellement. C'est comme si vous arrêtez votre frigo ou vous partez en vacances, hein, ça va se dégivrer naturellement. Et il ne savait pas que ça se faisait comme ça. Et du coup, le fait d'être reparti sur une non-coupure, entre guillemets, ça lui a engendré ça. Et c'est vrai que voilà, c'est bête. Alors nous, après on arrive en expertise pour creuser la question, mais c'est vrai que le point de départ, c'est de découvrir un peu le phénomène. J'ai un autre exemple aussi en tête, pareil, alors c'était le même genre de niveau de prix, alors ça va être un peu plus parlant peut-être pour vous, mais une installation frigorifique toujours pareil, avec on va dire il y avait 5 moteurs qui fonctionnaient, il n'y avait plus que 3 qui fonctionnaient, 2 qui étaient en panne, donc en maintenance. Donc forcément, il faut faire le froid avec 3 seulement, on les pousse à fond. Le frigoriste arrive, hein. On répare les 2 autres, impeccable, sauf que l'installation était toujours à fond, quoi. Donc elle fonctionnait à fond avec 5, alors qu'avant elle arrivait à étaler avec 3, sauf qu'elle n'a pas pensé à modifier ses réglages de frigoriste. Donc en fait il se retrouve avec une installation réparée et dit ça me coûte beaucoup plus cher. Oui, forcément tout fonctionne à bloc et ça ne sert à rien. Et donc voilà, c'est typiquement le genre de truc. Donc le fait d'avoir instrumenté et d'intervenir, tout de suite on voit le problème. Oui. Effectivement c'est bien de réparer, mais encore faut-il remettre les réglages. En fait c'est le problème un petit peu récurrent. On voit, nous, un peu partout, c'est sur ces installations, dans l'installation vraiment technique, mais c'est un peu le constat, c'est que les installations sont bien pensées, bien optimisées au départ, souvent, quand elles sont neuves, quand elles sont faites et tout. Puis ça dérive au niveau de la maintenance. Puis la maintenance, c'est souvent plutôt chiffon durette, hein, c'est du curatif, voilà, mais on ne pense pas à vérifier si les réglages n'ont pas un peu dérivé, et comme ça dérive tout le temps. Donc l'objet effectivement de l'autre développement, de l'autre supervision, c'est vraiment d'apporter un outil au client qui puisse comparer son installation initiale, on va dire théorique de base, avec l'installation réelle et voir la dérive
et pouvoir discuter avec ces opérateurs, alors soit son frigoriste, soit son électricien, ainsi de suite, en disant là, il faudra peut-être que tu viennes parce que tout ce que j'avais il y a un an et ce que j'ai maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Alors, je ne sais pas pourquoi, toi tu vas le savoir, mais par contre, moi je vois bien que ça déconne, quoi. C'est ça qu'on propose aux clients, quoi. Merci pour ces exemples d'actions peut-être concrètes ou plus précises. Peut-être, Michael, un dernier mot avant qu'on passe à la conférence de clôture sur les membres de la communauté, ou est-ce que par rapport à ce qui a déjà été dit, tu souhaites peut-être compléter ? Alors, sans corroborer forcément ce que j'ai pu dire tout à l'heure, la French Tech, d'abord, c'est un label. Ça vise à rassembler l'écosystème tech français pour faire valoir, en fait, ce que je disais, compétences, savoir-faire à l'international. La French Tech, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Il y a différentes phases. Vous avez peut-être entendu parler au début de Startup Nation. Après, on est passé sur des phases de scalabilité, c'est-à-dire Startup, Scale-up. Ensuite, cette phase de pépite, etc. Alors, pépite, licorne. Donc, licorne, en finance, ça veut dire quoi? Valorisation à 1 milliard de dollars. L'idée demain, c'est peut-être encore un changement de step. French Tech en France, on faisait valoir ses compétences à l'international, et demain, peut-être que la référence sera plutôt d'ordre européen. Parce que la géopolitique évolue, parce qu'on a d'autres questions aussi qui nous animent. Ce sont celles, directement ou indirectement, on en a parlé, la réindustrialisation, la décarbonation de l'économie, la souveraineté, majeure. Il y a un mot qui est revenu et qui revient et qui reviendra, souveraineté. C'est le sujet. Comment est-ce qu'on a la maîtrise de ça? Le Covid nous a montré qu'on n'avait pas forcément toutes les cartes en main, donc du coup il faut pouvoir être souverain sur un plan y compris économique, c'est-à-dire à un prix compétitif. Comment est-ce qu'on réapatrie ça? En a-t-on encore des compétences et savoir-faire? Alors à notre échelle en Vendée, ça veut dire quoi? Alors ça c'est la French Tech au sens général. Maintenant à notre échelle, ça veut dire quoi? Comment sur le territoire, on anime, on fédère, on rassemble des jeunes boîtes. À un moment donné, on a parlé de JEI, JEIC, JER, on est là dans de la JEI de croissance, de la deep tech, c'est-à-dire des innovations de rupture. Comment est-ce qu'on anime ces gens-là? Comment est-ce qu'au-delà de ceci, l'économie traditionnelle bouge aussi? Et comment, quelque part, d'une façon globale, on répond, alors là, je redis ce que j'ai dit, on vient faire bouger les lignes et apporter des réponses aux enjeux des différentes transitions. En fait, grosso modo, aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est faire en sorte que, par le biais des solutions que nous déployons les uns et les autres, comment est-ce que, quelque part, on fait évoluer les business, on fait bouger les lignes et on apporte de nouvelles réponses à ces enjeux qui s'imposent à nous. Et la French Tech Vendée, alors bien sûr, on applique quelque part la politique publique telle qu'elle est déclinée. J'utilise moi tous les outils French Tech, si je vous parle de tremplin, de visa, de Next Central, etc. Alors, ce sont des grands mots, le plan France 2030, etc. Donc bien sûr, on utilise tout ceci, on met ça en œuvre. À notre échelle, nous, on fait des petits-déj, on fait des matinales, on fait ce qu'on fait aujourd'hui, des events. Et au final, de quoi s'agit-il? C'est faire que les gens que vous êtes aujourd'hui se rencontrent pour parler business, pour parler développement, pour parler opportunité. Et en fait, c'est ça. Au final, c'est peut-être un réseau de plus ou une circonstance de plus pour se rencontrer, faire des choses ensemble et quelque part éviter ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand j'ai développé des pôles de compétitivité. J'ai fait ça notamment dans le milieu de la construction, où pour mon travail, je suis allé chercher des équipes à Grenoble, je suis allé chercher des équipes en Allemagne, en Suisse. Alors c'était sans doute bien, mais aujourd'hui on peut se dire, mais pourquoi pas autour de chez moi, je ne pourrais pas trouver des gens. Et c'est se rendre compte, en d'autres termes, que sur un certain nombre de sujets, touchant à la cyber, je pense à Ludo, sur un certain nombre de sujets, on se rend compte qu'on a en fait énormément de compétences et savoir-faire en proximité. Et donc c'est de savoir qu'un tel l'a fait, savoir qu'effectivement il y a un retour d'expérience qui est plutôt intéressant, se rendre compte que c'est pertinent, et se dire pourquoi pas moi? Et je l'ai fait de telle et telle façon. Et en fait, c'est en ce sens que les choses évoluent naturellement et de façon très pragmatique. Excuse-moi si j'ai pas été très bref. C'est bon, ça va aller. Merci en tout cas. Merci à tous les deux. Je vous propose de profiter de la pause cocktail déjeuner pour peut-être interroger Michael ou Thomas si vous avez envie d'aller plus loin avec eux sur les sujets qu'on a abordés ensemble. Et je passe rapidement la main aux personnes qui vont venir me rejoindre pour la conférence de clôture. Merci encore à tous les deux. À tout à l'heure.